Salut, c'est Emeline Siron et aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour bien démarrer en investissement immobilier. Premier conseil, c'est bien adapter sa stratégie. Il faut bien que vous compreniez qu'en fait on n'a pas tous la même stratégie et du coup je ne peux pas vous dire parfois vous me posez des questions, est-ce que moi je dois faire ça ou ça? Non, il n'y a pas une réponse pour tout le monde. C'est pas une valeur sûre pour tout le monde et avec un seul chemin. Non, en fait, nous avons tous des chemins différents, nous avons tous des objectifs de vie différents, et donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vous posiez et que vous définissiez bien vos objectifs. Est-ce que vous voulez gagner plus d'argent tous les mois? Est-ce que vous voulez transmettre votre patrimoine à vos enfants? Est-ce que vous voulez anticiper la succession? Est-ce que vous préférez surtout ne rien faire et déléguer un maximum? Voilà, il faut que vous soyez un petit peu aligné avec vous-même en ayant conscience de tout ça. Ça prend un peu de temps de savoir ce qu'on veut. Donc, ça ne se fait pas en 5 minutes. Comme nous avons tous des profils différents, eh bien, la réponse ne sera pas la même si vous devez faire du LMNP, du LMP, de la SCIR, IS, la SARL de famille. Il y a tellement de possibilités qu'on ne peut pas forcément répondre à une question de « Ok, je vais où, je fais quoi ?» Non. Il y a beaucoup de chemins à prendre et donc il y a un vrai bilan en réalité patrimonial à faire avant de déterminer la suite. Ensuite, le deuxième conseil, eh bien, c'est va réseauter, l'art du réseautage ou l'art de juste prendre l'apéro et rencontrer des gens. Des gens dans le domaine, attention. Tout simplement, par exemple, je vais vous parler de moi. Au tout début, je n'aimais pas forcément échanger avec un maximum de personnes et je pensais que on pouvait, vous savez, mener toutes les batailles tout seul. Mais en fait, c'est beaucoup plus dur de mener les batailles tout seul, c'est plus long, c'est plus fatigant. Le mot fatigant, il est vraiment bien employé, c'est compliqué. Et en fait, vous vous ouvrez à un maximum d'opportunités, de personnes, de connaissances quand vous allez réseauter. Moi, je vous invite vraiment à faire du coup des apéros IMO. Et en plus, moi, j'en organise régulièrement. Donc, faites-en et allez parler avec des gens qui sont dans la même situation que vous, qui ont les mêmes envies et les mêmes besoins que vous, et les mêmes objectifs surtout. Et vous allez voir, c'est fabuleux. Là où parfois, vous pouvez vous poser la question, vous invitez des potes à la maison et vous vous dites « Bon Dieu, mais j'ai rien à faire là, j'en ai marre, moi, d'entendre les gens se plaindre de leur job, que ça va pas, qu'ils sont pas contents, que leur boss elle est pas sympa, ou alors des enfants à l'école qu'ils en ont marre d'aller chercher. » Non, là, eh bien, vous vous retrouvez aussi dans un écosystème où vous pouvez parler librement, sans jugement de ce que vous faites et de ce que vous avez envie de faire. Et c'est vraiment trop agréable. C'est vraiment agréable. Donc, faites-le, allez réseauter. Vous allez rencontrer des gens comme vous. Ça sera peut-être vos futurs potes. Moi, c'est même mes témoins de mariage et mes garçons d'honneur. Donc, pour vous dire, c'est important. Conseil numéro 3. Eh bien, étudiez le marché. Quand vous allez vous positionner sur un bien, on ne se dit pas « Ok, c'est l'opportunité du siècle et on y va, hop, c'est parti, je signe le compromis, je fais le crédit, c'est parti. » Non, il va falloir quand même étudier un minimum la zone et on ne fonce pas tête baissée dans le mur en se disant « Piou, c'est parti, je fais mon premier investissement, je suis trop pembelote. » Non, l'idée ça va être vraiment de faire une belle étude de marché, donc de prendre tout simplement par exemple la map de ce que vous êtes en train de faire, de la ville où vous voulez acheter, et d'aller situer eh bien, les points de commodité, les points d'intérêt, donc les gares, les arrêts de bus, les usines par exemple, tout ce qui va être les pôles médicaux aussi, c'est important. Une ville qui a une vie avec un pôle médical, eh bien ça vit un peu plus. Vous savez, les familles ou alors même les couples avec des enfants, ils vont avoir beaucoup plus tendance à tendre vers des villes où il y a en fait de la santé et d'un personnel de santé plutôt que des villes où il n'y en a pas. Ensuite, il va falloir regarder aussi ce qu'il y a dans la ville, donc la population. Est-ce que la population, elle fait ça parce que tout le monde part? Et là, du coup, bon, il faut se poser aussi les questions de pourquoi ils partent. Est-ce que plutôt la ville est dans l'autre sens? Est-ce que vous avez une majorité de retraités? Je pense par exemple, il y a certaines villes aux alentours de la Suisse où il y a une majorité de retraités. Eh bien, si vous faites de la colocation étudiante, par exemple, ça peut être problématique. Donc voilà, il faut vraiment scinder le côté étude de marché, que vous ayez vraiment un maximum d'informations. Je continue là-dessus, mais vous avez les pourcentages de personnes qui sont au chômage. Est-ce que c'est une ville, si vous mettez des loyers très hauts,
qui du coup a un fort taux de chômage, ça peut être un peu compliqué. Donc il faut s'adapter, il faut prendre de l'information, c'est vraiment super important. Et également regarder l'actualité. Est-ce qu'il y a une usine Amazon qui est en train de se construire ou une usine Ledger par exemple, comme on en a entendu parler, celle qui s'est faite à Vierzon. Voilà, il faut voir qu'est-ce qui se fait dans cette ville et comment ça avance en fait. Et tout ça pourquoi ? Bah pour savoir si ça va se louer. Est-ce que ça va se louer? Est-ce que ça va se revendre aussi? Parce que si vous investissez au fin fond du monde, ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est un bien liquide? Quand on dit un bien liquide, c'est savoir est-ce que si demain je dois revendre, est-ce que je vais pouvoir le revendre? D'accord? Alors bien sûr, quand vous investissez en Île-de-France, c'est beaucoup plus liquide, c'est plus simple. Encore faut-il être au bon prix, mais c'est quand même plus liquide. Quand vous allez investir au fin fond de la Creuse, là, on sort un peu peut-être les rames si vous n'êtes pas à un super prix. Donc là, on en vient aussi au point numéro 4. Il faut toujours acheter au bon prix. Point super important, et je le dis très régulièrement aussi, une bonne affaire se fait toujours à l'acquisition. C'est ultra important. Donc, quand vous avez le prix, eh bien vous allez checker partout sur les réseaux, etc. Les prix au mètre carré, ce qui se pratique. Et pas seulement à l'échelle de la ville, aussi à l'échelle de la rue. Parce que vous prenez une seule ville, si je prends Paris par exemple, eh bien non, selon les quartiers, selon les rues, selon tout ça, eh bien ça ne sera pas le même prix. Et bien là c'est exactement pareil. Donc vous allez fouiner un peu plus en profondeur, savoir comment ça se passe sur ce terrain-là. Et vous devez toujours acheter sous le prix du marché. C'est important. Et surtout, pensez aux travaux. Si vous avez prévu de faire des travaux, eh bien on va prendre le prix qui se pratique sur le marché. Ok ? À côté, donc on prend votre prix à vous, auquel on vient rajouter le prix des travaux. Et là, il faut qu'on soit aussi dans les clous. Bien entendu, vous pouvez être dans les valeurs hautes parce que si vous rénovez un bien et qu'il est en état neuf, magnifique, ok, ça se valorise, on est d'accord là-dessus. Maintenant, vous ne devez pas, si c'est un prix, je sais pas, à 3000 du mètre et que vous arrivez à 7000, 6000 du mètre, ça commence à piquer un peu. Ça veut dire qu'à la revente, il y a un petit doute pour que vous puissiez revendre le prix que vous l'avez prévu, tout simplement. Donc on pense à ça, toujours une bonne affaire se fait à l'acquisition. Ensuite, alors, faire un business plan, ultra important. Si vous êtes ici aussi, c'est que vous aimez faire du cash. Jusque-là, tout va bien. Vous avez envie de le faire bien aussi, on est encore bon. Donc si vous voulez faire les choses bien et faire du cash, eh bien, il va falloir faire un business plan. Pourquoi ? Parce qu'on revient aussi sur l'étude de marché, etc. De tout à l'heure. Eh bien, c'est pas si simple. Ok, là vous avez déterminé la zone, vous avez déterminé on est bon, ça va marcher, ça va se louer, etc. Mais est-ce que ce que vous avez trouvé comme affaire, en fait, c'est si rentable que ça ? Est-ce que ça va vous ramener du cash tous les mois ou pas ? Et alors, il y a une différence entre à la limite avoir du cash qui tombe dans votre poche tous les mois. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore tout compris là-dessus, l'idée, quand on fait un investissement ultra rentable, c'est tout simplement de louer plus cher que le crédit. Ok ? Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on est encore meilleur si, quand tu additionnes toutes tes charges et toutes tes rentrées d'argent, eh bien, tu as encore de l'argent qui tombe dans ta poche. Là, c'est le pompon. Mais donc, on va faire un business plan. Le business plan est ultra important. Donc, en gros, c'est tout ce qui rentre dans ta poche et tout ce qui sort de ta poche. Et à la fin, eh bien, tu dois regarder ce qui reste. Si à la fin, tu es en négatif, eh bien, ça veut bien dire que tous les mois, tu vas devoir rajouter de l'argent. D'accord ? Donc là, ça s'appelle un cash flow négatif. C'est pas forcément le pire plan, parce que tu peux aussi avoir un cash flow négatif par mois. D'accord ? Mais avoir un cash flow positif sur une opération. Je m'exprime là-dessus. Je sais que c'est pas évident. Par exemple, sur Paris, ok, tu vas avoir un super plan. Du coup, on revient, une bonne affaire se fait à l'acquisition. Là, tu as un super plan sous le prix au mètre carré, génial, tout ça. Si tu le loues comme ça, eh bien potentiellement, étant donné que les prix sont très chers, tu vas peut-être avoir un cash flow négatif. Donc tous les mois, tu vas peut-être rajouter un peu d'argent. Mais si tu le revends, étant donné que tu avais acheté sous le prix au mètre carré, que tu avais fait une super affaire, eh bien potentiellement que du coup tu vas avoir un gain là-dessus. Donc il faut quand même creuser et distinguer, bon là je rentre un peu plus en profondeur, mais il faut distinguer vraiment, il y a deux types de bonnes affaires. La bonne affaire qui te ramène de l'argent tous les mois, d'accord, vraiment le cash flow régulier comme ça, et la bonne affaire où là tu vas faire de la perf sur de la plus-value. Donc ça va être vraiment de la plus-value à la revente.
Voilà. Donc on distingue les deux, mais vraiment, je reviens sur le business plan. L'important, c'est aussi qu'à la fin du mois, tu ne sois pas dans une galère complète. Si tu dois rajouter un petit peu d'argent, mais que, quand tu revends, eh bien tu fais une super opération, c'est cool, on y va, ok? Mais tu dois être sûr aussi de faire une bonne opération. Attention. Par contre, si ton objectif principal, et on en revient à l'objectif, c'est de justement prendre de l'argent tous les mois, et que là, eh bien, tu te retrouves un peu le nez face au mur avec quelque chose qui te coûte tous les mois, du coup qui correspond pas à ton objectif, tu te retrouves dans la galère. Non, on évite, ça c'est un mauvais plan. Donc voilà, business plan, trop important, on le fait et on le fait bien. On vient récolter toutes les informations sur les charges liées au bien. Point numéro 5, et c'est créer son équipe perso. Alors ça prend un peu de temps et j'en reviens aussi au point de réseauter. Vous savez, je vous ai dit, on parle avec les copains, avec ci, avec ça. Ah, toi, tu connais un bon notaire, super, et du coup, tu peux me passer les coordonnées. Ok, puis moi, j'ai fait mes travaux et c'était super. Lui, il m'a fait une cuisine géniale. Voilà. Vous voyez, on gratte un peu les informations partout. Et en fait, vous allez vous constituer votre propre équipe. Et cette équipe, elle est très importante parce que l'idée, c'est qu'elle vous suive un peu tout le long de votre vie d'investisseur. Donc, trouver un bon notaire, c'est très important. D'accord? Les agents immobiliers, ça va se faire aussi avec le temps. Quand vous allez faire une opération avec l'un et qu'il va commencer à vous faire confiance, eh bien, il va vous rappeler. Donc, il va commencer à rentrer dans l'équipe. Et après, il va vous rappeler. Et la troisième OP. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait beaucoup d'opérations aussi avec les mêmes agents immobiliers. Ensuite, eh bien, c'est pareil avec les banques. Une fois que vous avez fait une belle opération et que vous avez trouvé le bon interlocuteur bancaire, eh bien, ça va être plus facile de dupliquer parce qu'il vous connaît. Il a aussi potentiellement déjà vos comptes. Il y a une relation qui se crée, il y a une confiance en réalité. Et c'est ce que je veux vous dire avec vraiment toute l'équipe perso, moi que j'ai créée aussi, puisque j'ai la mienne. C'est vraiment l'acte de confiance, il est ultra important. C'est que je me pose pas de questions, je sais que la personne en face ne va pas faire de bêtises en fait. Et ça, c'est vraiment important. Donc, les artisans, le plus compliqué. Ok, le plus compliqué, je sais, les artisans, ça tourne, ça dépose le bilan, ça revient, etc. Les bons, eh ben, ils sont surbookés. Et ben, il faut aussi savoir laisser sa chance aussi à quelqu'un. Il faut prendre les contacts partout, n'hésitez pas à aller voir vos voisins, à leur demander. Est-ce qu'ils l'ont testé? Important, quand on vous donne un contact, demandez toujours aux gens est-ce qu'ils l'ont testé. Parce que parfois, ils font juste une petite mise en relation et ils ne savent pas. Donc voilà, en gros ce point-là, c'est vraiment se créer une équipe perso, une vraie team pour pouvoir vous accompagner. Et ça ne se fera pas en one shot, mais avec le temps, ça va venir. Point numéro 6. Eh bien, c'est préparer son dossier bancaire. Ok, alors ils ne sont pas forcément tous dans le bon ordre, on s'en fiche. Préparer son dossier bancaire, c'est important. Moi, j'adore travailler en temps masqué. Ça veut dire que je prépare toujours l'étape d'après et c'est ce qui me permet d'aller plus vite et d'aller plus vite aussi que pas mal de personnes. Donc, ça veut dire que quand je me positionne sur un bien, d'accord, je fais une visite, etc., etc. Et en réalité, quand je vais visiter, mes dossiers bancaires, ils sont déjà prêts. Ok. Parce que si là, je dis, ok, on est go, on est bon, on y va, on va signer le compromis. Et donc là, la plupart du temps, ça ne signe pas comme ça, un compromis, il se passe un peu de temps. Eh bien, moi, le dossier, il doit être déjà prêt parce que le jour où j'ai signé le compromis, tout part en banque. Ça veut dire que j'ai déjà mes dossiers bancaires qui sont prêts, à droite, à gauche, où soit tout est imprimé, soit tout est en version électronique, ça dépend parce qu'il y a des banques qui ne prennent pas forcément les versions électroniques. Donc, en tout cas, tout doit être prêt pour que vous gagniez un temps important, c'est un temps qui est ultra précieux. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de personnes, et moi aussi, j'en ai fait partie, vous vous rendez compte en ayant déjà anticipé vraiment tout ça. Ça veut dire que quand vous signez le compromis, il se passe souvent c'est 40 jours à peu près, ça dépend, et donc c'est là où on vous parle des fameux 3 mois. Eh bien, peut-être 40 jours pour présenter le dossier bancaire, et après, eh bien, là où il y a le prêt va être signé, mais il faut que ça soit décaissé, etc., etc. Donc, on parle des 3 mois. Souvent, on met une quarantaine de jours. 40 jours, c'est trop rapide. Il se passe, en fait, t'as signé, si t'imagines, t'as pas préparé tes papiers. Ça veut dire que là, ok, je rentre chez moi, déjà, je fête, je sors le champagne parce que j'ai signé mon compromis, il se passe 2-3 jours, j'appelle les potes, ouais, c'est trop cool et tout. Ouais, sauf que j'ai pas avancé mon dossier. Génial. Donc là, ça veut dire que, pour l'instant, j'ai pas de crédit. Donc j'ai pas de crédit, pas d'investissement, pas de bras, pas de chocolat. C'est tout pareil. Donc, le dossier bancaire, on l'anticipe, on le prépare avant, il doit y avoir tout dedans. Dites-vous que le banquier, franchement, des dossiers comme le vôtre, il peut en avoir 40 000. Donc, si vous arrivez avec tous les dossiers, vous lui avez facilité la tâche,
et que vous lui avez mâché clairement le travail, trop bien quoi. Mettez-vous à la place de cette personne. Un banquier, ça peut être vous et moi. En réalité, ça pourrait être un job qu'on pourrait faire. Si vous avez quelqu'un en face qui vous facilite la vie, qui est trop sympa, eh bien, vous avez d'autant plus envie de gratter un peu en se disant « Ouais, il se distingue un peu de la masse. Celui-là, déjà, il a travaillé un peu le dossier. À vue d'œil, ça pourrait potentiellement passer. En plus, vous ne lui faites pas perdre de temps. Génial. Donc, on prépare son dossier bancaire. Point numéro 7. Avoir de l'épargne, ok. On évite les paris sportifs et on évite d'être dans le rouge tous les mois. Ça, c'est interdit. Maintenant, finish, ok. Donc, tous les mois, vous devez absolument apprendre à mettre un peu d'argent de côté. En virement automatique. Moi, je le fais même pour mes investissements en bourse. Eh bien, je mets en place des virements automatiques. Et faites pareil avec votre compte. Tout simplement, vous allez donner, c'est un gage de confiance et de garantie par rapport à la personne que vous avez en face, donc en l'occurrence le banquier. Hein, c'est quand même la personne qui met le petit tampon validé sur le dossier. Donc là, voilà, on monte pas de blanche, on met de l'argent de côté et c'est la récurrence. Vous savez, on parle régulièrement, c'est la récurrence qui donne aussi tous les résultats. Et bah là, c'est pareil. Le fait que vous soyez récurrent dans vos versements, ça montre que vous avez une certaine intelligence financière que beaucoup n'ont pas. Ensuite, donc les paris sportifs. Ouais, alors ça, interdit. Paris sportif égale profil à risque. Donc, on évite. Et les comptes en négatif, bon, je pense que ça coule un peu de source. Si vous ne savez pas gérer votre argent, pourquoi est-ce que moi, banque, j'irais vous en prêter ? Bah non, je vous en prête pas. C'est logique, faut pas chercher forcément plus loin. Donc, on évite les comptes en neg tous les mois. Point numéro 8. C'est le levier bancaire. On essaye d'utiliser un minimum de cash provenant de sa poche et un maximum le cash des autres. Ok, on utilise toujours l'argent des autres au maximum. Donc, en toute légalité, attention. Donc, je veux dire par là, c'est que vous allez mettre de l'argent de côté. Vous avez un petit pécule qui se constitue, c'est génial, ça correspond à un apport, ou peut-être 2 ou peut-être 3 apports. Vous allez éviter de mettre un max d'argent. Et je vous le dis aussi parce que même au début, je pense que moi, je mettais de l'apport pour que mes projets passent très facilement. J'aurais peut-être pu en mettre un peu moins et garder un peu plus d'argent pour avoir plus d'apport. Donc, évitez de mettre trop d'apport. En réalité, c'est des échanges avec les banques. Bon, je sais que vous avez plutôt tendance à pas vouloir en mettre, hein. Mais en tout cas, on utilise le levier bancaire au maximum, surtout pour de l'investissement locatif. À la limite, en résidence principale, c'est autre chose. Mais quand vous avez possibilité d'avoir du crédit, ok, on l'utilise, c'est possible. Et on vient, bien entendu, gratter une multitude d'astuces, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo sur le crédit bancaire, tout ce que vous devez obtenir, que ce soit les durées, les différés, etc., les clauses que vous pouvez demander. Voilà, et il y a aussi des petites choses qu'il faut faire pour faciliter l'obtention de son crédit, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Point numéro 9, on a bientôt fini. Donc, une erreur, en réalité c'est une erreur, c'est ne pas anticiper le coût de la délégation. Faites attention à ça. Là, on en revient aussi à définir votre propre profil et vos propres objectifs. Selon aussi l'âge qu'on peut avoir et la proximité, l'environnement ou de l'investissement, vous avez 2 typologies de personnes. Ceux qui veulent absolument tout gérer parce que je ne donnerai pas d'argent à quelqu'un d'autre. Ok, je fais tout par moi-même. Ou bien vous avez ceux qui disent non, clairement, moi j'ai autre chose à faire et je ne veux surtout rien faire. Bon, voilà. À vous de savoir de quel côté vous êtes. Il n'y a pas le côté sombre, le côté obscur ou le côté clair de la force. Là, clairement, peu importe. Il faut juste être à l'aise et bien dans ses baskets. Donc, ne pas anticiper le coût de la délégation. Si jamais vous avez prévu dans votre business plan de ne pas prendre en compte de délégation. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, vous faites de la location courte durée. Eh bien, Airbnb vous prend des coûts. Une agence, une conciergerie, ça vous prend des coûts, ok ? Ça prend de l'argent. Donc, si vous avez oublié dans votre petit business plan d'intégrer cette petite ligne, eh bien, ça peut venir, pouf, shooter absolument tout votre cash flow. Donc, on n'oublie pas ça, parce que ça voudrait dire que vous avez prévu de tout faire vous-même, ok ? Donc, pour ça, il faut quand même une certaine liberté d'action. Et je pense que si vous êtes aussi ici, c'est que vous avez envie d'automatiser un maximum. Donc attention, on n'oublie pas le coût de la délégation. Et oui, comme on le dit régulièrement, la tranquillité a un prix. Point numéro 10, qui est également très important, mais je pense que je pourrais en avoir 40 000 des points. Ne pas sous-estimer les travaux. J'ai vu trop de personnes qui m'appellent en me disant « Je suis dans la merde, ok, j'ai 10 000 € de travaux en trop, c'est la galère, comment je fais ?» Bah ouais, mais c'est quoi ? Bah en fait, j'avais pas regardé la toiture. Waouh!
Ouais, t'as pas regardé la toiture, ok, et t'achètes un immeuble de rapport, ok, mais en fait, faut pas oublier que qu'est-ce qui constitue l'habitation des gens? Bah, c'est le toit. En fait, c'est être à l'abri, voilà, et bien c'est vraiment le toit, avoir un toit au-dessus de sa tête, comme on peut l'entendre partout. Eh bien, c'est le plus important quand même, la toiture. Donc, faut vérifier les toitures, il faut vérifier les façades, il faut vérifier les VMC, et vérifier avec les toitures d'ailleurs les charpentes. Hein, si vous pouvez avoir une toiture correcte, mais une charpente, je sais pas, où il y a des champignons par exemple. Donc, il peut y avoir une multitude de choses. Voilà, on ne sous-estime pas les travaux. Je vous invite, quand vous faites une visite immobilière, à venir avec un professionnel du bâtiment. Vous allez gagner un max de temps. Moi, avec le temps, eh bien, maintenant, c'est plutôt les gars de bâtiment ou les filles, hein, si vous voulez, qui vont visiter à ma place. Ils me font un rapport avec le budget travaux que je dois mettre déjà dans mes chiffres. Je fais mon petit business plan et ensuite, je vais visiter. Je ne me déplace pas si c'est pour perdre du temps. Clairement, j'ai autre chose à faire. Donc, voilà. On a le business plan, on a les chiffres, ok, on essaie d'optimiser tout ça. Alors là, moi, je vous dis, je me déplace pas pour perdre du temps. Ok, ça c'était pas au début, hein. Au début je me déplaçais. Maintenant j'ai une équipe, donc comme je vous dis, donc maintenant il y a une confiance, etc. Je sais qui j'envoie. Donc ça va venir dans votre future vie d'investisseur où vous vous déplacerez beaucoup moins et où on vous appelle le matin et le midi, moi je dis ok, c'est bon, je me positionne, je signe. Ouais, mais ça se fait pas comme ça. Ok, donc laissez un peu de temps au temps aussi. Et vous voyez, je vous ai donné 10 conseils pour démarrer dans l'investissement immobilier. Et je dirais que mon dernier et ultime conseil, qui sera le conseil bonus numéro 11, eh bien c'est aussi, n'oubliez pas le facteur temps qui est vraiment incompressible. Pour le coup, laissez aussi du temps au temps, laissez-vous le temps d'apprendre, le temps de maîtriser les choses. Vous ne pouvez pas tout savoir d'un coup, vous ne pouvez pas avoir toutes les connaissances. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais j'y connais rien et je connais personne. » Mais ok, alors ouais, moi, ok, c'était mon ancien job, ça aide, ok. Mais je connaissais pas grand monde non plus dedans. Eh bien, il y a plein de choses que j'ai appris. Et ok, dans mon ancien job, vous croyez que j'avais appris à faire des joints en silicone? Pas du tout. J'ai appris sur le terrain. Donc voilà, laissez-vous un peu de temps, vous allez prendre un max d'expérience. Malgré tout ce que je vous raconte, et même les formations, etc., eh bien, en réalité, c'est le terrain qui va vous apprendre beaucoup de choses. C'est les échecs, problématiques, c'est les galères où on t'appelle à 6h du matin parce que je sais pas, le chauffage il a lâché sur tout un immeuble. Ouais, ça va arriver, peut-être. Je vous le souhaite pas, mais en réalité, eh bien, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on prend aussi confiance en soi parce qu'on a une capacité à résoudre les problèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce, à me mettre un petit commentaire, tout ça. À bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à liker et commenter.